L'architecture symbiotique, pour moi, c'est vraiment l'enjeu, pour nous, aujourd'hui, dans la construction et aussi dans l'art. C'est de réfléchir à notre manière de concevoir en lien avec le vivant, avec l'espace du vivant. Donc ça nous interroge sur notre manière d'habiter l'espace, d'habiter le monde. Tu dis, tu dis, toi coco, tu te dis, tu dis, tu dis, toi coco, tu te dis, tu dis, tu dis, toi coco, tu te dis, tu dis, Je fais de la conception et je construis. Donc j'ai des équipes où on peut aller dans le monde ou en France pour construire des habitats en bois qui s'appellent des zones. Donc pendant 1 heure, je vais vous parler des zones, mais je vais parler aussi de conception, de géométrie, puisque quand je parle d'architecture symbiotique, on se demande ce que c'est. tu te dis, tu dis, tu dis, toi coco, tu te 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 dis, tu dis, toi coco. L'univers est fait de fréquences. Tout est fréquence, c'est-à-dire qu'une plante, on en parlait là, les plantes elles chantent. Bon, on les entend pas, mais si on veut, on peut mettre des micros, on les entend chanter. Les arbres, ils communiquent ensemble. La lumière, vous savez, tous les jours, quand on prend de la lumière, on sait que ça nous fait du bien. C'est des ondes dont on a besoin. Tout ça, c'est des ondes. C'est-à-dire, la lumière est une onde, le son est une onde. Donc tout ça, c'est relié, hein. Les ondes lumineuses, les fréquences des planètes, les plantes, la musique. Mais à un moment donné, c'est sûr. Ah, il s'est passé quelque chose. Vous le voyez, vous? Il s'est passé quelque chose. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Et là, si je fais ça, donc là, je suis dans les 900. Ah, il se passe quelque chose. Oh, ça, c'est la rosace qu'on a vue tout à l'heure, on dirait. On dirait presque, je sais pas moi, une orange, hein, une tomate. Et donc, quand on choisit de faire un zoom 5, on choisit pas de faire un zoom 8. Et en fait, le volume potentiellement n'a pas la même vibration. On peut imaginer en effet que peut-être les formes vibrent. Peut-être que les nombres mêmes sont des facteurs de vibration. Alors, quand on calcule une tangente pour donner la forme d'un zoom, selon le nombre qu'on donne dans cette tangente, on va avoir une forme différente. C'est vraiment un facteur d'échelle qui va nous permettre d'obtenir les angles de chaque losange. Et parfois, on est très étonné. Et donc, si on donne le nombre d'or, par exemple, dans le choix de notre calcul de tangente d'angle, on va se retrouver avec des losanges d'or sur la périphérie du zoom. Ça marche tout seul. Et ça marche avec tous les nombres. Quand on voit un champ de ronces qui devient une forêt, et qu'on voit la diversité du vivant dans la nature quand on se promène, on se dit, mais comment c'est possible quand même? Je trouve que les résonances, par exemple, la goutte d'eau, en effet, on dit, ah, la goutte d'eau, elle tombe dans l'eau, elle fait des vagues, et c'est une rosace, c'est magnifique. Et ce petit poisson, quand même. En 1995, on voit ce petit poisson, les mecs, ils comprenaient pas, hein. Ils ont mis des années à comprendre. Ils se disent, mais comment ça se fait que ce petit poisson, il fait cette rosace? C'est quand même, il y a des fréquences. Il y a des fréquences qui nous poussent à faire des choses. Notre cerveau génère des fréquences tout le temps. La nuit, on n'a pas la même résonance dans notre cerveau, ne génère pas les mêmes fréquences que le jour. Quand on est là, moi actuellement, je vous parle, je suis dans un truc, je génère des fréquences, c'est pas les mêmes que si je suis en train de me reposer ou si je suis en méditation. Ce petit poisson globe qu'on vient de voir, c'est un poisson japonais qui a été découvert dans les années 95 et qui fait des rosaces pour se reproduire. Alors c'est magnifique. C'est-à-dire que pour créer le vivant, lui, il fait des rosaces, quoi. Il fait des rosaces qui font 2 mètres et lui, il fait 12 centimètres. Il met 7 à 9 jours pour faire sa rosace, c'est son nid. Alors c'est beau. Alors est-ce que c'est pour attirer la femelle? Certainement, mais pas que. Parce que l'intelligence du vivant, c'est que toujours on travaille en système, en coopération, tout coopère dans le vivant. C'est-à-dire que l'individualisme nous a quand même poussé à la fois dans une capacité à se dépasser soi-même, ce qui est plutôt positif, et à la fois dans une espèce de démesure qui nous déconnecte de l'ensemble. Pour moi, l'individu, c'est aussi l'indivisible. Individu indivisible. Nous sommes indivisibles de l'ensemble. Ce poisson, quand il fait sa rosace, qu'est-ce qu'il fait aussi? Donc ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est-à-dire que cette rosace, elle a une fonction. C'est-à-dire que toute la géométrie a une fonction de manière générale. Le point, le cercle, le carré, le triangle, tout a une fonction dans la nature. Et ce poisson, je ne pense pas qu'on lui a appris à faire une rosace parfaite qui permet de réduire de 25% les courants marins, de fonds marins, pour finalement attirer le sable fin, pour avoir un nid douillet, mais aussi qui retient les œufs. Puisque quand il pond dans cette rosace, les œufs ne vont pas s'éparpiller n'importe où. C'est la réflexion sur le point, sur la forme simple, sur sa fractale,
et comment elle se déploie. Et cette réflexion, en fait, c'est comme une méditation. C'est une méditation que vous allez faire dans le vivant, dans la nature, qui fait naître les formes qu'on crée quand on crée une architecture symbiotique. Le tout est l'intuition, part du point, de la ligne, d'une forme simple, d'une direction, d'un centre, un rythme, un mouvement, la naissance d'une forme, la répétition d'une fréquence. Je regarde des fois les arbres et la nature et les plantes et je me dis, mais d'où ça part? C'est-à-dire comment la forme se déploie? De quel point? Quelle forme simple? Comment la fractale se développe? On se pose ces questions. Comment la spirale devient un volume? Comment le mandala, comment le cristal, à un moment donné, élevé, devient un zôme? Alors, dans le vivant, les fleurs, les plantes, mais aussi dans la cristallographie, la matière, les cristaux, on a ce type de géométrie. Alors, si je prends le zôme fondamental, alors là, l'image n'est pas très belle, mais si je prends un zôme fondamental comme celui-ci, qui est un triacontaèdre, en effet, on observe que chaque losange déjà est le même. Celui-là, il est vraiment particulier. Et on a un centre de symétrie sur chaque face. Alors ça, déjà, on rentre dans la démonstration théorique de ce que peut être un zoom. Tout polyèdre convexe, composé de faces indéformables et de triangles même vides, est lui-même indéformable. Alors ça, c'est une définition qui nous permet d'aborder l'idée de structure légère et constructive. Ici, c'est vrai que nous, quand on travaille à plat, on va calculer sur le dessin la cote de nos grandes diagonales qu'on voit là. Et on va les projeter grâce à un calcul de rapport d'échelle sur un volume en 3D. Alors pour ça, on va choisir le nombre f, tu peux avancer. Le nombre f, c'est le nombre de formes. On va le voir là, f. F, c'est vraiment cette distance entre le point A et le point B. Et là-haut, on a le sommet. Et nous, on va essayer de trouver, si vous voulez, le rapport d'échelle qu'il y a entre le mandala sur le papier. Et après, on va choisir la taille de l'équateur, la surface qu'on veut au sol, sa hauteur. Et grâce à ce calcul du nombre de formes, qui est un calcul de tangente en fait, hein, c'est la tangente qui est ici. Donc on va réussir à déterminer A à travers l'angle de tangente, ce qui va nous permettre de projeter des nombres dans la forme. Par les racines carrées créatrices, le carré, le pentagone, l'hexagone, le double carré. Alors qu'est-ce qu'un zoom? Quelle est son histoire? L'étoile d'une rencontre, puisque en effet c'est des étoiles et c'est des rencontres. Un esprit d'innovation et de création, on va en parler. Bioclimatique, énergétique, mathématique, géométrique, mécanique et technique. Alors en effet, ça a des propriétés mécaniques très intéressantes parce que le zoom, c'est très, très solide. Ensuite, c'est bioclimatique et énergétique, c'est comme ça que le zoom est né. C'est le départ du zoom. Et en fait, ce Steve Baer, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis pour son implication dans le conseil d'administration de la société américaine sur les énergies solaires. Ensuite, l'ariégeois qui m'a enseigné, Jean Soum, qui a 80 ans aujourd'hui, lui part, il est docteur en physique atomique et il part en 75 aux États-Unis dans le cadre d'un voyage de recherche avec 2 architectes. Et on lance le Festisome qui se crée à 1500 mètres d'altitude en Ariège, super moment. Aujourd'hui, on a des gens qui nous contactent du Japon, du Brésil, d'Algérie, du Mexique actuellement pour venir en France. Alors au Festisome, on a déjà des gens qui sont venus du Canada, des États-Unis pour exposer leur travail, parce que étrangement, en effet, nulle part, quelqu'un s'est dit on va rassembler l'architecture polyédrique symbiotique. On montre les zones, on expose les constructeurs, mais on rassemble aussi les artisans du bois. On rassemble aussi toute une fédération d'acteurs pour la transition. On réfléchit aussi au Festisome de manière collective et avec les citoyens, à l'habitat de demain, à la manière dont on les finance, la législation. Donc c'est un moment où on peut sensibiliser à la fois le public, à la fois le politique, et à la fois rassembler les constructeurs pour les faire connaître. C'est ce qu'on a fait sur la place publique. Je te dis, toi, tu dis, toi, coco, tu te dis, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, tu te dis, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, tu te dis, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, tu te dis, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, je te dis. Toi, tu dis, toi, coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi, coco, je t'aime, je te dis, toi, tu dis, toi, coco. Donc un polyèdre rhombique, ce serait ça. C'est-à-dire que c'est un polyèdre, on a des polygones avec plusieurs faces. Il est rhombique, il utilise des losanges, il est convexe, il est rond. Chaque zôme va être différent. Les zômes, ils auront toujours la même taille d'arête. Et après, c'est la triangulation des angles qui vont former les losanges et qui vont créer le volume.
Plus le volume va être pointu ou plus le volume va être plat, plus en fait les losanges vont changer par niveau. L'intérêt du Zoom, c'est que c'est un habitat bioclimatique parce que son architecture lui permet d'avoir un rendement thermique supérieur aux habitats traditionnels. Et donc cette forme ronde permet vraiment d'avoir un meilleur rendement en chaleur. Donc à l'heure de la transition énergétique, c'est quand même très intéressant comme structure puisqu'on dépense moins d'énergie, c'est ce qu'on cherche à faire. En plus, on peut les faire en bois, donc on peut stocker du carbone. Alors ça pose aussi la question du rond. Pourquoi est-ce qu'on n'habite pas dans le rond déjà? Avant de dessiner un Zoom, de dessiner un rond, je me dis mais pourquoi on n'y habite pas? Qu'est-ce qu'un rond? Bon, au XIIe siècle, ils construisaient comme ça, en rond, autour d'un centre. On sait que c'est plus résistant, c'est-à-dire qu'une sphère, comme Buckminster Fuller l'a démontré, et il a fait la biosphère immense au Canada, plus c'est grand, plus c'est solide. Puis on n'a pas besoin de beaucoup de bois pour produire des volumes très grands. On a une espèce de rentabilité du matériau. Donc on utilise moins de matériaux pour réaliser des grands volumes. Ils sont très solides. On a une meilleure circulation d'air à l'intérieur. On a une meilleure captation de la chaleur et de la température. C'est ce qu'on disait, c'est bioclimatique. Donc pourquoi on n'habite pas le rond? C'est vrai qu'à un moment, on se pose la question. Je regardais dehors et je me disais, mais moi, je vis dans un cube, mais les arbres, ils sont ronds. Les forêts, c'est que des ronds qui vivent avec des ronds. Dans mon corps, j'ai des veines, elles sont rondes, avec des cellules, des globules qui sont ronds. Tout le monde se balade, et tout le monde est fait d'atomes ronds. Pourquoi on a perdu la forme ronde? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, se réinterroger sur la manière sur les espaces dans lesquels on vit, c'est-à-dire penser l'espace. L'espace, habiter l'espace. Alors, penser l'espace, parce que penser l'espace, c'est pas aussi une manière d'habiter notre propre pensée, donc d'habiter l'espace. Est-ce que finalement, ça nous invite pas à réfléchir nous-mêmes, à remettre en question le quotidien de notre habitat, mais aussi finalement notre conditionnement de notre pensée à habiter un espace comme celui-ci. Donc habiter, qu'est-ce qu'habiter? Je crois qu'il faut se poser cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi habiter? Vivre, vivre, travailler, poser et se reposer. C'est aussi produire des déchets. C'est vrai, hein, on le sait. Et d'ailleurs, on a besoin de s'interroger, hein. Habiter, c'est aussi construire. Parce qu'il y a très peu de gens ici qui dorment dehors. Alors, habiter, c'est aussi des matériaux. C'est l'empreinte des matériaux. Ok, je construis au XXIe siècle, je construis comment? Avec quels matériaux? Et demain, si ma construction s'arrête, si elle vieillit ou s'il y a un ouragan, etc., qu'est-ce qui se passe avec ces déchets? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ensuite, c'est aussi une interrogation sur le paysage. Parce que vous savez, quand on construit, il faut toujours s'interroger où on construit et quelle est la fonction du paysage dans lequel on construit. Parce qu'un paysage, ça a une fonction. C'est-à-dire ce poisson globe, il utilise le sable pour faire des rosaces. Si demain vous lui enlevez le sable, il fait comment pour se reproduire? Bon, c'est la même question pour les oiseaux. Les oiseaux, ils ont des repères dans l'espace. On ne peut pas modifier l'espace sans réfléchir quelle est sa fonction. On peut modifier l'espace pour le bonifier. D'ailleurs, je pense que c'est la nature de l'homme. C'est bien, c'est pas de l'empêcher de construire, mais c'est que l'homme, à un moment donné, redevient indivisible avec le tout. C'est-à-dire qu'il se conçoit comme un être qui est capable de construire pour bonifier son environnement, et pas pour le détruire. Et ça, on en est largement capable au XXIe siècle. On a tout ce qu'il faut pour ça. Je crois que habiter, c'est aussi une question d'âge, en quelque sorte. Je pense que il y a cette question de l'âge, c'est-à-dire je n'habite pas de la même manière quand je suis avec papa et maman. J'habite pas de la même manière quand je suis un jeune couple et je vais faire des enfants, qu'il me faut une maison, des chambres. Puis quand je vais commencer à prendre de l'âge, il me faudra une maison plus petite, pas sans étage, sinon je vais tomber. Donc il me faut un truc plus cocon, plus sympa pour quand je suis âgé. Donc ça pose ces questions-là aussi, l'habitat en kit, l'habitat modulable. Comment est-ce que je construis aujourd'hui des choses grandes que je ne pourrais pas transformer, ou des choses où je vais devoir changer de maison, ou des choses qui sont faciles à moduler. Je voulais quand même revenir sur quelque chose qui est très important, c'est le poids du déchet. Parce que ça, c'est quand même aujourd'hui vraiment un enjeu. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que en 1900, les infrastructures humaines ne représentaient que 3% de la biomasse, c'est-à-dire de l'ensemble du vivant sur la planète. Alors depuis 2020, on a dépassé de plus de 1000 milliards de tonnes la biomasse. C'est-à-dire que au XXe siècle, tous les 20 ans, on a multiplié le poids des infrastructures humaines sur la planète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est là ce qu'on appelle l'anthropocène. L'être humain est devenu tellement puissant
dans sa capacité de transformer les choses, qu'il a en effet, il est devenu un facteur de changement pour la planète. C'est le premier facteur de changement pour la planète aujourd'hui. C'est pour ça que je rigole pas trop quand je dis qu'il faut s'interroger sur comment on construit. Oui, c'est un impératif. Les animaux, ça pèse 4 gigatonnes, c'est-à-dire 4 milliards. C'est 4 milliards, ça. Bon, ça, c'est plus petit que 8 gigatonnes. Les 8 gigatonnes, vous savez ce que c'est? Ben, ça, c'est le plastique. Donc, le plastique, ça pèse 2 fois plus que les animaux. Alors, ça pose question quand même. Alors, c'est pareil, il y a quelque chose qui fait 900 gigatonnes, c'est les arbres. Les arbres. Et il y a quelque chose qui pèse 1100 gigatonnes, ben, c'est les buildings. Les buildings et les infrastructures humaines. Là, on est là pour prendre conscience ensemble du truc. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une accélération. On ne va pas revenir sur les choses. Par contre, aujourd'hui, quand on construit, et avec l'intelligence qu'on a, notre capacité à coopérer, Internet et toutes ces choses, donc notre capacité aussi à nous enseigner les uns aux autres la manière dont on se développe, les innovations techniques qu'on est capable d'avoir, et aussi peut-être ce savoir qui nous permet de pas faire marche arrière, mais réfléchir autrement. Moi, je construis des zones, donc je construis vraiment l'architecture symbiotique, parce que l'architecture que je propose, elle est en lien avec les géométries du vivant. Mais aussi, elle est en lien avec des matériaux écologiques comme le bois, par exemple. Donc ça, on va en parler. Alors là, depuis tout à l'heure, ça défile derrière moi. On voit un peu mes constructions. Il est impossible, c'est pareil, d'essayer de construire sans comprendre l'esprit du lieu dans lequel on veut construire. Pour comprendre l'esprit du lieu, quand on parle d'habiter l'espace, il faut comprendre aussi les gens qui vivent dedans. Il faut comprendre l'espace, il faut comprendre la nature de l'espace, il faut comprendre les gens, il faut comprendre l'état d'esprit de où on arrive, tu vois. On peut pas avoir des idées comme ça qui sortent de nulle part. Alors à la fois, on sait concevoir des architectures en lien avec le vivant, bien sûr, on va faire quelque chose de magnifique au sein de la nature, mais quand on arrive quelque part, il faut toujours sentir les choses. Il faut venir sentir le lieu dans lequel on va donner quelque chose. Donc c'est vrai que cette arche de Télos, elle m'a beaucoup interrogé, et elle ressemble à une physalis en fait, cette arche de Télos. La réflexion sur le but de la vie et l'avenir du monde qui dépend de la finalité de nos actions, voilà ce qu'est le télos. Car quand on adopte une certaine finalité, un certain télos, comme celle de se reconnecter à l'essentiel, au vivant, cela nous change, nous. Cela nous change de nous reconnecter, nous mettre en méditation avec le vivant, avec le tout, penser le tout, qu'est-ce que le tout et comment je m'y inclus, moi, individu, indivisible de l'ensemble. Télos est donc à la fois la finalité et la cause. Symboliquement, l'arche de Télos est la porte de l'espoir, de la reconnexion et du changement. Donc d'un seul coup, ça prend tout son sens, parce que c'est ce passage, comment s'inclure dans le tout, c'est-à-dire dans une forme qui résonne avec le vivant, une géométrie sacrée, qui est en plus végétalisée par ce jardinier qui est en train de créer un jardin mandala magnifique. Donc on rentre dans cette arche, et là, on peut même s'arrêter 5 minutes. Et regarder la géométrie, regarder des roses, des physalis, des kiwis, qui vont végétaliser cette œuvre. Et après, on va partir à gauche ou à droite pour se balader dans ce jardin. Donc voilà la démarche. Eh oh oh eh oh eh ah oh eh eh. Ah, c'est trop bon. Attends, je pose ma guitare. Ah, j'adore. Ah ouais. Attends, on refait une fois. On va faire haut.
Donc attends, allez, on refait. C'est la ronce. Et la ronce, ça donne une forêt. Donc on va faire la forêt ensemble. Alors attends. Arrêtez. Mais non. Moi j'étais en train de voir le truc, j'ai dit ça y est, ils vont le faire. Alors on refait une fois. Non, je refais le chant de ronce. Nous on fait le tronc d'arbre avec les cercles de l'arbre. Il sera plus le même homme, mais il va nous raconter. On va regarder l'eau vibrer, parce que vous savez que Jean-Michel est fait d'eau, lui, comme nous, et comme la planète. Donc ces cellules vibrent. Ces cellules d'ailleurs sont icosaédriques. Voilà. Il va se passer ça, mais on va voir en même temps que ça se passe, on va voir ce que ça fait dans l'eau. Là, ce sont des fréquences qui stimulent le cerveau. Et là, vous voyez l'eau qui résonne. Donc on est un peu comme le petit poisson globe. Là. Voilà, on crée du vivant. Alors, il faut savoir que chaque personne qui rentre dans cet objet voit des choses différentes. C'est son cerveau qui crée les formes. En fait, c'est des fréquences lumineuses qui nous permettent de stimuler notre cerveau. À la fois, ça peut nous aider à dormir, nous déstresser, ou carrément nous permettre d'activer notre glande pinéale, ce qui nous permet d'être plus intuitif et plus clairvoyant. Ça devient bleu, bleu très, très foncé, là, bleu nuit. J'ai vu des rosaces, j'ai vu des trucs incroyables. C'est magnifique, hein, ce que j'ai vu. On dirait des ohms, en fait. Hein, et puis ça revenait régulièrement à la rosace. Vraiment la rosace, quoi, plein de ronds partout. Je vous le recommande, hein, c'est mieux qu'au cinéma. Des fois, il y a des couleurs au début, puis des formes, Ah, mais moi, j'ai vu des formes tout de suite. et il y a des gens qui voient des paysages carrément. Alors, j'ai On a pas eu- vu de paysage, j'ai vu que des formes géométriques. Ouais. Mais alors, dans tous les sens, ça vient, ça repart. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. Moi, je veux ça chez moi. Hein. Le zoom, probablement, est l'émanation d'une 5e ou d'une 6e dimension, mais comme nous n'en voyons que 3, nous voyons un zoom. Mais ce zoom, mathématiquement, est déjà l'apparition de dimensions plus larges. Et le zoom tool, c'est ça que ça parle de ça aussi, de l'expansion des dimensions dans l'espace. Voilà, merci de m'avoir écouté.